Ouais, bah ouais, c'est le bordel, on le voit dans les prisons de France, hein. C'est une situation qui, me semble-t-il, est parfaitement contrôlée au moment où je vous parle. Avec la crise du coronavirus, les prisons ont frôlé la catastrophe. Alors que les Français étaient confinés chez eux pour ralentir la propagation du Covid-19, les détenus étaient souvent à 3 dans des cellules de 9 mètres carrés. Une promiscuité dangereuse alors que les masques manquaient. Face à cette situation, le gouvernement a tardé à agir, mais a organisé la libération anticipée de 5000 prisonniers en fin de peine. À l'état d'urgence sanitaire, premier objectif, Gladys Lafitte, vider les prisons d'environ 5000 détenus. L'objectif, empêcher la propagation du virus en isolant les détenus et en déchargeant les cellules. Alors que la surpopulation carcérale est un problème en France depuis une vingtaine d'années, y aura-t-il un avant et un après Covid pour les prisons françaises ? Au 15 mai, 120 détenus et 302 surveillants pénitentiaires ont été testés positifs au Covid-19. Ces chiffres auraient pu être plus graves vu l'état des prisons françaises. 39 d'entre elles ont été condamnées pour leurs conditions indignes de détention, et ce depuis une dizaine d'années, que ce soit par la justice française ou européenne. En cause, la sursaturation des cellules, l'insalubrité et l'hygiène défaillante. Au début de l'épidémie, on a parlé avec un détenu, il était évidemment très inquiet. On est tous dans la crainte, comme autant nous que vous. Mais bon, nous on sera les derniers sauvés, mais bon. Bon, nous on n'a toujours pas de gants, on n'a toujours pas de gel hydroalcoolique. Même les surveillants, ils en ont même pas. Il y en a un sur 8 qui a des gants ou un masque. Mediapart s'était également procuré des vidéos filmées par des détenus pour dénoncer la promiscuité dans les cellules en pleine période de pandémie. Voilà, on fait cette vidéo pour vous montrer nos conditions de détention en prison. Voilà, on est 3 dans une cellule de 9 mètres carrés. Là, ils veulent pas montrer leur tête, les co, par peur des représailles des surveillants. Donc là, il y a un co, deux co, là, il y a mon lit. Voilà, on est bien en prison ici à Seyss. Comme partout en France, il y a eu une pénurie de masques et de gel hydroalcoolique, comme l'explique la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Azan. Les détenus n'avaient pas droit au gel parce que le gel comporte de l'alcool, n'avaient pas, ils n'ont toujours pas d'ailleurs à ce jour de gants. Et par ailleurs, les surveillants eux-mêmes n'ont eu droit aux masques et aux gants que le 29 mars, qui était quand même bien tard, et on était au pic à ce moment-là de l'épidémie. Willy Saint-Aignan l'a aussi vécu à la maison d'arrêt de Vannes, où il travaillait comme surveillant brigadier pénitentiaire. Pas tout le monde a eu les masques en même temps. Il y a eu quelques jours de décalage de fin mars à début avril, quoi. Voilà, donc nous, le temps du début du confinement jusqu'à début avril, on nous disait de toute façon le masque n'était pas obligatoire, et même les premiers collègues qui sont arrivés avec des masques, ils se sont fait aligner ou remonter les bretelles avec la menace de sanctions administratives. Est-ce que vous portez le masque, c'est anxiogène pour la population pénale, nanani, nanana. Faute de protection et de mesures barrières possibles, le gouvernement et l'administration pénitentiaire ont décidé la fermeture des parloirs et l'arrêt des activités sportives, culturelles et scolaires. Hugo Bernalicis, député à la France Insoumise, a exercé son droit de visite parlementaire dans la prison de l'Île-Séquedin. Il souligne la violence de ces mesures pour des détenus qui sont pour beaucoup fragiles psychologiquement. On sait en plus que la santé mentale est un problème en détention. Plus de 30% des détenus ont des troubles psychiatriques. 70-75% ont des pathologies psychologiques des troubles psychologiques, parce que l'enfermement génère ça, de toute façon, de base. Des troubles qui ont été renforcés par l'absence de sortie quasi totale de leur cellule. La seule sortie de la cellule de la journée, c'est la promenade, quoi. Voilà, c'est-à-dire 1h30 par jour. Ce qui est un peu compliqué, évidemment, en ces temps de confinement. Pour le coup, les détenus se retrouvaient dans leur cellule vraiment 23 heures sur 24, les détenus en maison d'arrêt, dans ces conditions de surpopulation terribles. Donc déjà, c'était impossible d'effectuer les gestes barrières et ça créait des tensions inévitables. Ces tensions ont eu lieu dans beaucoup de prisons en France. Il y a eu des tensions avec l'annonce de l'arrêt des parloirs qui a été direct, hein, donc l'arrêt des parloirs. Et pour le coup, il y a eu des tensions avec les détenus, notamment. Ils nous ont reproché que nous, on n'avait pas de masque et que c'était nous qui allions leur refiler la maladie puisque leur famille ne viennent plus. Il fallait trouver toujours le moyen de faire en sorte que nous, au niveau de la maison d'arrêt de Vannes, ça pète pas, quoi. Ce qui s'est passé, c'était ce qu'ils appellent donc des mouvements collectifs. En gros, c'est des refus de regagner sa cellule en sortant de promenade. Ça, il y en a eu beaucoup.
Et c'est là où on se rend compte que, bah oui, les activités en détention, les liens familiaux en détention, c'est pas annexe, c'est central en fait. Il faut absolument faire de la place dans les prisons de la planète. L'appel des Nations Unies qui craignent que le coronavirus fasse des ravages derrière les barreaux. Le 23 mars, le ministère de la Justice a annoncé qu'il allait autoriser la libération de 5000 détenus en fin de peine. Le but est alors de décharger au maximum les cellules pour freiner la propagation du virus. Permettre à des détenus qui sont à 2 mois de leur sortie de les faire sortir 2 mois avant. Également, la possibilité, dans certains cas, pour ceux qui sont à 6 mois de la sortie de détention, de pouvoir bénéficier d'un travail d'intérêt général. À ces milliers de détenus libérés avec anticipation s'ajoutent des milliers d'autres qui ne sont pas entrés en prison avec le ralentissement de la justice lié au coronavirus. En tout, en 2 mois, ce sont 12 000 détenus en moins dans les cellules françaises. Cette barre des 60 000 détenus avait été dépassée en 2007. Depuis 13 ans, on n'était jamais repassé en dessous. La ministre de la Justice s'est félicitée d'avoir fait chuter le taux moyen d'occupation des prisons de 120% à 97%, mais ce chiffre cache de grandes disparités. C'est ce que nous explique Cécile Marcel, directrice France de l'Observatoire international des prisons. On dit aujourd'hui qu'on est passé en dessous des 100% de taux d'occupation. Ça, c'est une moyenne nationale. La réalité sur le terrain elle est extrêmement disparate, et en particulier les maisons d'arrêt, donc qui accueillent des personnes condamnées à des courtes peines de prison ou en attente de jugement, restent dans l'ensemble surpeuplées. Je crois qu'on est sur des taux d'occupation qui sont autour de 110%, mais dans la réalité, il y a encore des établissements où il y a des 120, 130, 140, même 150% de taux d'occupation. On a là diminuer fortement cette population, mais en revanche, on a une opportunité aujourd'hui de faire en sorte que ça remonte pas en flèche, et ça, c'est une opportunité qui serait dommage de ne pas saisir. Cette opinion est aussi partagée à l'intérieur des prisons. Moi, quand je fais mon boulot, que j'ai en accueil, quand j'ai, je vous donne un petit exemple, 20 cellules où je peux accueillir normalement 20 détenus, parce qu'il doit y avoir le numéro clausus, mais il n'y a pas, on accueille 30 détenus. Ben, quand j'ai 50 sur l'étage, ben, c'est pas pareil, quoi. Voilà. Que travailler à 20, travailler à 30 et travailler avec 50 détenus, on fait pas du tout la même chose, quoi. Voilà. Donc, l'observation, le dialogue et la prise en charge est complètement différente. On va être que sur le volet sécuritaire et voilà, on fait que ça, quoi. Donc, ces mesures de désengorgement des prisons auraient pourtant pu, selon Cécile Marcel, être prises bien avant la crise sanitaire. Là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que quand on veut, on peut, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on dit qu'il y a un problème de surpopulation carcérale et qu'on ne trouve pas d'autre solution de construire des nouvelles prisons qui ne sont pas une solution, puisque plus on construit, plus on remplit. Et donc là, on est arrivé en 2 mois à faire ce que la France n'était pas arrivée à faire en 20 ans. Des propositions sont faites pour limiter cette surpopulation carcérale. Depuis 6 ans, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté Adeline Hazan demande un système de régulation. Chaque entrée de nouveaux détenus devrait être compensée par la sortie anticipée d'un autre via un aménagement de peine, à l'image de ce qui a été fait durant cette pandémie. L'objectif est de rester constamment en dessous d'un taux d'occupation des cellules de 100%. Ce que je souhaite maintenant, et j'ai écrit à la garde des Sceaux pour le lui proposer, c'est de dire maintenant ce système de régulation carcérale que vous avez été contrainte finalement de mettre en œuvre à marche forcée, eh bien ancrons-le dans la loi, ce que j'avais déjà dit d'ailleurs il y a 2 ans, c'est-à-dire faites-en une mesure obligatoire pour les magistrats et pour l'administration pénitentiaire, pour faire en sorte concrètement que dès lors qu'on s'approche du seuil de 100%, il y ait une cellule de veille, si je puis dire, locale, entre les magistrats et la direction de la prison, pour faire en sorte d'examiner tout le cas de tous les détenus en fin de peine et les faire sortir un peu plus tôt avant d'en réincarcérer de nouveau. Car la hausse constante des prisonniers dans les cellules n'est en réalité pas liée à la hausse des crimes dans la société. Entre 2002 et 2012, 29 nouvelles lois pénales ont été promulguées, ce qui a amené la justice à être plus répressive. Aujourd'hui, les délits comme le racolage passif, la vente à la sauvette ou les occupations en réunion de halls d'immeubles peuvent être passibles de prison. On a rallongé les peines, on a multiplié les délits, on a multiplié les possibilités de recourir à la détention provisoire, on a multiplié les possibilités de recourir aux audiences de comparution immédiate. Donc, c'est tout ça qu'il faudrait revoir d'un point de vue juridique. Cette crise sanitaire mettra-t-elle donc fin à la surpopulation carcérale ? Pour Willy Saint-Aignan et Adeline Hazan, la responsabilité est politique.
on a ce cercle vicieux-là, malgré tout, on va se retrouver là, moi je vous dis, au mois de septembre, une fois que les sessions d'assises auront repris, tout ça et tout, une fois que les sessions correctionnelles auront repris, voilà, mais moi je vous dis, je vous mets au défi. Au mois d'octobre, on reprend les chiffres, on va être au-dessus des 70 000 personnes incarcérées. Si les pouvoirs publics là, ne s'emparent pas de cette occasion pour enfin faire en sorte qu'on reste à un seuil de 100% ou approchant, vraiment ils porteront une lourde responsabilité.